de fou ça. Prends ta gamme, viens. Prends la gamme, viens voir. Les gars, venez. Qu'est-ce qui se passe? Venez. Filme-toi. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai que des trucs chelous. J'ai eu ça. Qu'est-ce que c'est? Vaut mieux avoir. Ouais. Et j'ai eu un message trop chelou. Un message audio? Vous pouvez écouter. Bonjour à tous et bienvenue dans le Vaut mieux avoir de légende. Le concept est simple. Chaque membre de l'équipe va tirer la carte de légende qui se cache dans son enveloppe et choisira entre le défi annoncé ou l'autre. J'adore ce jeu. Ah non, jamais. Déjà en émission, c'est... Pour la peine, je commence par toi. On avait dit qu'on arrêtait de jouer. Moi, je suis plus joueur. Hein. Vaut mieux avoir à intégrer le centre de formation d'une équipe de rugby Putain, mais mec, j'ai pas le physique. Je vais me faire plier en deux. ou l'autre. Non, mais l'autre, ça va être un match de catch où ils vont me prendre en moi comme table. Ou... Non, je vais prendre ça. Non, je vais prendre ça. Rugby, toi? Non, je vais le prendre. Allez, t'es obligé de le faire. Vas-y, prends-en un autre, tu vas le lire. Ah tiens, Pietre. Vaut mieux avoir à devenir cascadeur ou l'autre. Oh, cascadeur, j'ai déjà fait. Ouais, non. Moi, je suis joueur, moi, l'autre. Affronter un combattant de MMA professionnel. Alors là, mon pote. Je peux revenir sur ma décision. Bien foutu. Non. L'autre, non. Si, alors voilà. C'est acté. C'est Stouff qui va faire. Tu vas faire celui de Jeff? Je vais faire celui de Jeff. Vaut mieux avoir à se faire un piercing au téton. Ça me... l'autre. J'ai déjà fait le piercing au téton. Quoi? Dans quelle ville? Comment ça, t'as fait piercing au Non, c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ah non, c'était moi. Arrête de toucher, c'est malaisant. Ah, L'autre? alors oui. Ok. Épater un chef étoilé. Oh, mais ça va. Super, l'autre, tu vas faire de la cuisine, moi, je vais me faire casser la Ah gueule. non, attends, épater en faisant de la cuisine, parce que je peux l'épater en faisant du jonglage, mais de la cuisine, un chef étoilé. Un chef étoilé. Non, c'est fait démonter. Fais le mien. Koé. Vaut mieux avoir sauté à l'élastique. Non, jamais. C'est un truc, je suis incapable de le faire. J'ai un problème avec la hauteur. Alors le saut élastique, vous m'oubliez. Je prends l'autre. L'autre. Vas-y, c'est quoi? Voler en avion de chasse. Alors l'avion, j'aime bien. Non, mais de chasse. Oui, mais de chasse. Ah, je vais avoir la gère. Mec, ça vole. T'es obligé, hein. Les loopings, les machins, les trucs. Hein. J'aurais pris l'élastique. Bon. Je fais celui de Stouff. Vaut mieux avoir à manger une araignée vivante. Oh Ah bah attends, quelle taille? Bah une araignée. Bah si tu mets une petite, c'est bon. C'est un amuse-gueule. Non, bah non, ça va être un gros truc. Ah ouais, bah non, l'autre. Ah ouais. Ah putain, si, c'est bien ça. C'est quoi? Passer tout un week-end à intégrer et aider une ONG lors d'une campagne. Oh, ça va. Ah bah attends, Pour la défense quelle ONG? Pour la défense des océans, j'en ai pas plus. Ça Si craint les Shepard. ONG. Si Shepard, ouais, non? Ils se battent. Les océans, oui, il y en a plusieurs. C'est la Ouais. seule que je connais. Non, mais alors du coup, tu vas faire de l'avion, lui va cuisiner, l'autre va kiffer avec les dauphins, et nous on se fait casser la gueule. Il fallait lire le premier, c'est tout. Les amis, c'est parti pour le vaut mieux avoir de l'extrême. À partir de maintenant, on peut plus reculer. C'est l'heure de mon défi. Alors, c'est la première fois, j'ai fait plein de défis depuis que je travaille avec Koé. C'est la première fois où j'ai réellement un vrai gros trac. Parce que là, ils m'ont donné un truc, impressionner un chef étoilé dans un restaurant étoilé. Et pas n'importe lequel, je serai avec le chef David Gallienne. Alors, pour vous resituer, vainqueur Top Chef 2020, chef étoilé au guide Michelin. Et là, on est à Vernon. Il nous a donné rendez-vous sur la place du marché parce qu'il fait ses petites courses juste avant d'aller au restaurant faire la mise en place. Donc, d'après ce que j'ai compris, je vais faire tous les postes dans la brigade, la mise en place, tout ça. Et je crois qu'il va me donner un petit défi. Et je crois qu'il est déjà là-bas en train de faire ses petites courses. On va y aller. Monsieur Gallienne, mes respects. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Merci pour l'accueil. Me perdre sur Vernon. Bah, me perdre, oui. À mon avis, je suis pas sûr de retourner sur Paris-Rue parce que j'aime beaucoup tout ce qui se passe là. Tout va bien? Écoute, on a les meilleurs produits. Là, en plus, on est dans une saison que moi j'adore parce que on a, tu vois, tous ces fruits, tous ces légumes. Ah, mais c'est magnifique. Et là, les gens se rendent pas compte, mais les odeurs, c'est un truc de malade, quoi. Du coup, tu fais une sélection. Genre ça te donne des idées, tu vas faire un plat du jour par rapport à ce que tu vas voir, ou tu sais ce que tu vas prendre parce que tu as déjà une carte préétablie? Je sais ce que je vais prendre parce que effectivement on aura été dans le dialogue avec mes producteurs, avec mes fournisseurs et je sais ce qui va arriver dans 2-3 semaines, donc ça me permet d'avoir une réflexion déjà sur le papier. Ensuite mes plats je les dessine. Et puis après on les met en œuvre. Oh, c'est beau ça se dessine un plat. Bah écoute, on te suit, fais comme si on n'était pas là, ou presque. On va récupérer les fruits déjà. Magnifique. Pour commencer. Oh mais les couleurs là. Oh, merci. Ah ouais. Les pêches plates, c'est une tuerie aussi. J'adore. C'est les premiers, hein.
Premiers abricots, première pêche. Ah, c'est plein de Et sucre. ça n'a pas mûri dans les frigos quoi. Non. Mon Michou, c'est derrière? Ouais, tout est derrière. Oh là là, c'est déjà après tout ça. Que professionnel. Et donc ça fait combien de temps que tu es au Jardin des Plumes? Eh bien depuis 2017. Voilà. Ah oui, donc c'était avant l'expérience Top Chef. C'était déjà... J'étais déjà chef en fait, mais pas propriétaire. Ouais. En fait, j'ai racheté la maison en 2020. Oh là 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 là, c'est beau. La truite de mer et pas de la truite de merde. Voilà. Et de la sole diépoise. Et ça, c'est ta Ah sole ouais avec le... Ah c'est bon la sole aussi. Ah oui, ça. De toute façon, tu reconnais vite la fraîcheur du poisson. Ouais. Les yeux, faut que ce soit bien bombé. Mhm. Donc là, tu vois, la fraîcheur est... Ah non, mais là, on se trompe pas là. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite sole ou une petite dorade? Bah alors là, j'ai envie de dire, c'est toi le chef? Allez, une dorade. Tu la prépares vu que t'es le chef. Là, on va essayer de faire quelque chose de bien. Bah oui. Je suis pas sûr qu'on y arrive, mais... Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. La journée, ça s'articule comment pour un chef? Eh ben, là, ça va être briefing avec mes chefs. Ouais. J'ai 2 chefs exécutifs dans la cuisine, donc on est 9 au total dans la brigade. Uniquement sur la partie cuisine, en pâtisserie ils sont 5. Et chacun déjà sait ce qu'il a à faire et ils sont déjà en train d'œuvrer là. Donc, Ah bah oui, j'imagine. ils attendent les derniers produits. Et puis voilà, après ça va s'affairer fort parce que nous c'est la reprise le mercredi. Ouais. On est fermé lundi, mardi, donc voilà. Là il y a du boulot. Eh bah j'imagine bien. On a du pain sur la planche. Bon bah on va découvrir ça, je te suis. Allez. C'est parti. Donc là on vient d'arriver au Jardin des Plumes. Ici c'est mon petit paradis en fait. Puisqu'on est complètement autosuffisant sur toutes nos herbes, les fleurs comestibles. Tout ce que tu as autour de toi, eh bien, tu as à peu près tout autour de la maison 250 variétés d'herbes et fleurs qui se mangent, Ouais. dont certaines ont des goûts assez particuliers, notamment celle-ci, tiens, tu vas pouvoir la goûter. Normalement, elle pousse sur le littoral en bord de mer. Elle s'appelle Mertensia maritima de son nom latin. C'est une huître? C'est ça, la plante aux huîtres. Tu vois, c'est assez amusant parce que effectivement, toute ma réflexion, comme je te disais sur le marché, elle démarre du végétal dans l'assiette pour ensuite réfléchir à quelles protéines animales et tout je vais mettre. Finalement, quand on a des gens végétariens, on arrive à leur faire manger des huîtres. C'est ce que j'allais dire. Ça, tu peux carrément faire un plat où tu vas avoir le iode, c'est incroyable. Et donc là, tu es en autosuffisance totale sur tout. Exactement, surtout pendant toute la période, on va dire de avril à peu près octobre, on arrive à complètement s'autosuffire sur ça. J'ai créé 2 emplois juste après le Covid où justement on a réaménagé tous ces espaces. Ouais. Ici c'était une prairie, hein. Il n'y avait rien, il n'y avait que de l'herbe. Donc du coup, alors on a choisi une culture en bac pour que ce soit plus facile, plus ergonomique aussi. Et en fait, toutes les équipes, avant le service, viennent cueillir les herbes et on est vraiment de la terre à l'assiette. C'est génial. Si tu me sors une herbe au camembert, là je peux tomber. Allez, déjà tu la sens et puis après tu la manges. Ah putain, mais je déconne. Non mais mec, je déconne en disant si tu me sors une herbe au camembert, vous pouvez pas vous rendre compte, là je suis en train de sentir un camembert. C'est du clacos le truc. L'herbe au camembert, la plante camembert. Et ça aussi c'est vietnamien. Voilà. Ça c'est au Mais c'est Vietnam incroyable. que j'ai découvert ça. Ça sent vraiment le clacos quoi. Et ça ouvre un champ incroyable d'idées de recettes. Je comprends que tu puisses faire évoluer ta carte en permanence parce que là... Et t'as des copines en plus ici, dis donc. Et les poules. Les poules, c'est une grande histoire ici. En fait, les premiers propriétaires de cette belle bâtisse qui date de 1912, Madame Picard, donc son mari architecte, a lui-même dessiné les plans de sa maison et elle était collectionneuse de poules, d'où le nom Jardin des Plumes qui a inspiré mon prédécesseur Éric Guérin. Voilà, écoute, je te propose qu'on file en cuisine. Salut tout le monde, c'est Pietre, ça va? Alors aujourd'hui, je sais pas, apparemment je rencontre un mec qui s'appelle Martial. Pour boire des canons, je sais pas, Non? Oh putain! C'est maintenant le défi bagarre? Oh là là. Eh, je suis pas prêt les gars moi, hein. Salut! Salut Pietre. C'est toi Martial? Non, en fait, c'est la discipline. Ok. Un peu de boxe, un peu de lutte. Ouais. On va faire du mix martial art. Mix martial art. Ton équipe m'a prévenu, fais gaffe, ça peut partir à tout moment. À tout jamais, à tout moment, on sait jamais. Hein. Je vais te dire, mec, t'es pas prêt. Hein. Donc écoute, moi je t'ai ramené deux de mes amis. Ok. Il y en a un qui va t'apprendre à boxer. Ouais. Il va t'apprendre, t'as compris, hein. Ouais. C'est pas en 5 minutes quoi, mais bon, il va te prendre une demi-heure en boxe. Okay. Un autre qui va t'apprendre le grappling, donc attraper quelqu'un, l'étrangler, lui tordre les jambes, les bras. Ouais.
Et puis après, une fois que tu seras prêt enfin, bah, tu te mettras face à moi. D'accord. On mettra les casques et puis on va s'avoiner copieusement. Pourquoi j'ai dit oui, moi, putain? T'es payé pour ça, mon frérot. Tout simplement. Ok, Pietre. Donc pour te former de façon extrêmement rapide, donc j'ai fait appel à mes deux amis. Donc Franck Atia, donc qui est le prof. Chanter. Ah, allez, je la joue un peu. Donc prof de kickboxing. D'accord. Donc ceinture de karaté notamment. Très bon gars. Et, voilà. Et ça c'est Marvin. Donc Marvin. Salut Marvin. Salut, ça va? Ah, je l'ai refait. Ouais, pas mal. Qui était mon élève et donc maintenant qui vole ses propres ailes. Donc le prof de grappling ici. Il est très doué. Et c'est quoi ça? De quoi? Le quoi, t'as dit? Le grappling. Donc il t'attrape, il te jette en l'air, il te fout par terre, il t'étrangle, il te tord les bras. C'est les mecs qui ramassaient le raisin, donc rien à voir. Non, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ouais, je fais des petites vannes comme ça. Ouais, on les aime, on aime les rigolos, on t'a dit. J'essaye de détendre l'atmosphère parce que là, j'ai que des mecs costauds, là. Je sais pas ce qui va se passer dans les minutes qui arrivent, mais si je me casse, moi. Et puis là-bas, vous avez Eric, notre diététicien. Ah ouais. Donc autant te dire, ici, il n'y a que du lourd. C'est du sérieux. Tu veux commencer avec quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a prévu, les gars? Tu veux te faire étrangler ou te faire tabasser? Mais chauffer déjà un peu, peut-être, non? Alors on va commencer avec Franck. Petit échauffement. Ouais. Ensuite du pied-point. Et ensuite, on passe avec Marvin pour le grappling. Et puis en grand final, Très bien. On se fait un petit combat de MMA. Allez, bagarre. 2 fois 1 minute. Je pense que ce sera suffisant. Largement. Hein. Ouais, sinon après tu vas fatiguer, je comprends. Allez, go, c'est parti, je me chauffe. Bon, Greg, pas Martial du coup, parce que Martial c'est le nom. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu là, ton âge, d'où tu viens, ton parcours, les lieux, tout ça? Bah, écoute, je m'appelle Greg Bouchlagem, a.k.a. Greg MMA sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, je suis ancien combattant professionnel de MMA et j'ai fait du karaté, du jiu-jitsu brésilien, notamment de la boxe thaï, du grappling. Donc toutes les disciplines qui permettent finalement d'aller dans une cage et de faire à peu près tout ce qu'on veut. Allez, on s'échauffe face à moi. Okay. Talons fesses. Allez, avec les poings, tu montes les genoux. Voilà, allez, ici un petit jumping jack. Derrière. Tu regardes loin derrière toi. Hop. Les hanches. Voilà. Ok, c'est bon. Sinon, je suis mort. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer là-dedans? Bah, c'est toujours cette question un peu fondamentale qu'ont tous les combattants, de voir toutes les disciplines. Est-ce que le judo est plus fort que le karaté, plus fort que la boxe, plus fort que le jiu-jitsu brésilien? Et puis après, il y en a un qui sort vainqueur, et puis là, on a un début de réponse. Et tu vois, quand tu te positionnes, il ne faut pas que tu sois sur la même ligne. Voilà, sans te jeter. 1, 2. Super. Je vais répondre. Tu vois, tu as fait ça. Tu te protèges comme si tu avais ici un bouclier. Beaucoup de choses à retenir, ça. Ouais. 1, 2. Voilà, celui-là. Et celui-là. Voilà. Et en fait, à la fois, je me lance parce que j'ai l'impression que tu es trop loin. C'est pour ça que je vais chercher plus loin. Quand tu es dans une cage ou dans un ring, il y a une distance. On n'est pas toujours collé. Ouais. Vas-y. Waouh, super. M'a arraché le bras. Tu te gardes ça, hein. Il m'a arraché le bras, il m'a dit, hein, t'as vu? Bam, qu'est-ce qu'il y a? Le low kick. L'idée, c'est de traverser la jambe. Tu découpes la jambe. Et on frappe avec le tibia. Tu veux le faire sur Marvin? Ça va te motiver, il est costaud. Ça, je te corrige. Comme ça, je te corrige. Vas-y. Voilà. Te jette pas, prends ton temps. Voilà, encore. Ok. C'est bon. Je vais avoir une jambe. Donc ça vient d'où? Acronyme Mixed Martial Art. Ça a été popularisé en 1993 par la famille Gracie. Donc ça existait depuis longtemps, même depuis l'Antiquité, on appelait ça du pancras. Après le Vale-Tudo au Brésil notamment. Et puis voilà, il y a les Gracie qui ont mis en place un tournoi, l'Ultimate Fighting Championship, où toutes les disciplines se rencontraient. Et c'est à ce moment-là que ça a été popularisé, donc en 1993. Ah oui, Pietro, c'est Pietro, non? Non, rien à voir, je m'appelle Jean-Pierre. J'assume pas mon prénom de merde. Jean-Pierre, regarde. Non. 1, 2. Bloc, bloc, genou. Hop. Oh, elle était belle celle-là. Bien. Grappling. Allez. Alors, demain.
Départ à 7h30. Donc 7h30 départ de deux véhicules dans l'Isuzu Romain et Léa de Lens-au-Moine ici jusqu'à la grande plage des Sables, conduit par Cyril dans l'Isuzu, du phare des Bains jusqu'à la plage de Sauveterre, Alexis et Antoine, de la plage de Sauveterre dans le Navarra, conduit par Sixte, Denis et Lisa, donc de Sauveterre jusqu'à la plage de Marais-Girard. Attention au filet, il y a peut-être une présence de filet, on vérifie, mais s'il n'y en a pas, on ne perd pas trop de temps. On va pas traîner. On va rentrer vite parce qu'on expose à 14h à La Rochelle. Demain, on sera donc ici à La Rochelle. On va se garer ici. Alors, pour vous donner un petit aperçu, là, c'est les deux tours du Vieux-Port. Et puis, on sera complètement dans l'axe en face. Départ 11h pour exposer à 14h. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez 150 000 € et 3 ans d'emprisonnement. Ça, c'est la peine maximale. La peine maximale, donc c'est 150 000 €, 3 ans d'emprisonnement. Pour les 150 000 €, c'est Sea Shepherd qui les paiera. Pour les 3 ans d'emprisonnement, on a déjà commencé à faire pousser des oranges. Et puis on vous les apportera peut-être, si on n'est pas déjà en mission. On y va tous ensemble. On reste ici 3 mois. Je sais pas si on ira tous ensemble quand même. Mais nous, on s'en fout pas de la loi. On est en accord avec l'esprit de la loi qui vise à protéger les dauphins. Denis Archambault, je suis à la retraite. Quand j'ai découvert Sea Shepherd, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que c'était l'action. Parce qu'il y a énormément, et puis après, je l'ai revu, je l'ai senti quand on va pour Sea Shepherd dans les salons pour vendre des équipements, et qu'on va voir les autres, on discute entre nous, quoi. Hein. Et il y en a peu, je trouve, où c'est l'action qui est primordiale. Et comme Sea Shepherd, bon, on a, je crois que c'est 6% des dons et de l'argent, disons, de l'association, qui sont purement administratifs. Tout le reste est voué à l'action. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Parce que, hélas, je suis d'une génération qui ont un peu semé la panique sur la planète, avec l'industrialisation, et donc j'ai travaillé moi-même dans les travaux sous-marins pétroliers. Et voilà, c'est ma façon d'essayer de faire quelque chose pour les jeunes. En fait, chaque jour, il y a des tâches ménagères. Et chaque jour, ça tourne. Et voilà. Donc à 16, on a 9 tâches à faire. 10 tâches parce qu'il y en a une qui est doublée. Et pourquoi tu ris? Salut Mathilde. Bonjour. Ça va? Ça donc va, Mathilde, ça fait combien de temps que tu es avec Sea Shepherd? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on t'appelle la cook, donc la cook, mais qu'est-ce que tu fais avec Sea Shepherd? Eh ben, la cuisine. La cuisine. Je m'occupe des pique-niques de ceux qui patrouillent, des pique-niques de ceux qui partent en mer, de tous les repas à la maison. D'accord. Et tous les repas, donc qui sont faits avec les dons, en fait, les collectes de dons. Et tu trouves tous les jours des recettes différentes? Oui. Mais t'es végane toi aussi? Oui. D'accord. Et toujours c'est des recettes véganes différentes, toujours. Le goût est tout le temps différent, mais c'est toi qui t'inspires, Ben, je crée un peu avec les ingrédients qu'on a. Ouais. Oui, parce que c'est pas une liste que toi tu as fait, tu fais avec on peut orienter les dons. On peut orienter les dons. Après, l'idée c'est vraiment d'utiliser tout ce qu'on a tout en faisant quelque chose qui soit bon et équilibré. On a aussi la santé des gens en main, quoi, parce que quand même ils font du sport toute la journée, ils sont en mer dans le froid et du coup il faut bien que ce soit équilibré, quoi. Oui, et puis que ça tienne aussi bien au corps. Mais tu cuisines là parce que on a déjà dîné ensemble, mais tu cuisines pour combien de personnes? C'est des quantités? Généralement on est une quinzaine. 15 personnes? À peu près, oui. Et tu prévois combien on va dire, de plats? Ça dépend. Souvent 3 ou 4. Ouais. J'essaye toujours d'avoir les protéines, les légumes, les féculents et un dessert. Et un dessert? Oui. Surtout le dessert. Allez, let's go, je suis devant les vestiaires, on est au stade Jean Bouin.
Il est 8 h du matin, il est très tôt. Je vais aller m'entraîner avec les rugbyman, c'est les jeunes. Bon, quand on dit jeunes, je pense qu'ils font... je vais les démonter. Des minimes, quoi. Des benjamins, quoi. 1m20. Je vais les déboîter, quoi. Salut. Je me sens un peu puissant, là. Salut les gars, ça va les filles alors, on est déjà en maillot? Salut Ethan, salut Bichette, enchanté. Bon. Salut Bichette, salut, Charles. Salut, ça va? On est où là? C'est quoi? C'est le vestiaire des pros? C'est votre vestiaire? Pourquoi vous n'êtes pas pro vous? Non, on est jeunes, on est centre de formation encore. D'accord, parce que moi quand on m'a dit jeune, je m'attendais à avoir des 12 ans quoi. Bon bah ok, d'accord. Vous êtes cool? Ouais, ça va. On va pas parce qu'apparemment je m'entraîne avec vous aujourd'hui? Non, ça devrait aller. Vous n'allez pas me démonter? Parce que là, si je me mets vraiment face à vous, je pense que je suis le petit frère de votre petit frère. Et on sent que vraiment il y a des gens qui ont pris sport et les autres c'est moi. Donc bon bah ok, bah ça va bien se passer. Ouais, très bien. Et ben on va à la balnéo tout de suite et on se retrouve là-bas, en maillot. Bon, plus ou moins. Le physique. Le physique. Toi, tu penses par là. Pourquoi? Je me casse. Mais pourquoi? C'est chaud ici? Ah, faut venir maintenant. On vient maintenant? Ah ouais, c'est bon. Pourquoi vous avez fait faire du mal? Non, mais ça favorise la récupération de la froid. D'accord, mais vu qu'on n'a pas commencé, pourquoi ça commence? Tu peux récupérer une ta nuit? Ouais, d'accord. Alors, pour résultat cette saison, c'est pas tout de suite. Mais que vous faites là? C'est quoi le point maintenant? Là, on va en finir un peu, nous, on va en sur un peu froid et ensuite on va. Ouais, c'est bon. Un bain désinfectant, il m'a dit t'inquiète pas, un bain désinfectant. Oh. C'est incroyable mec. Ouais, c'est pas mal ouais. C'est pas à plaindre. C'est incroyable. C'est énorme. Tu vois ça c'est du coup notre séance de muscu, on a sur des plaquettes comme ça. Et là toi il y a écrit les exos. Après là il y a écrit, tu vois par exemple on fait 3 répétitions de 6 reps, 3 séries de 6 reps. Et là tu vois t'écris la charge que tu mets etc. Et à chaque fois pareil pour tous les exos là. Et toi il y a 3 blocs, 1, 2, 3. Bien sûr ouais t'as raison. En gros là on va faire un petit échauffement, on met 10 kg histoire de s'échauffer un peu pour pas se péter. Et après on va commencer à augmenter pour faire la séance. Bah non, ça fait 20 kilos. Comment? Ça fait pas 20 ça? Bah la barre a fait 20. Pour te placer, essaye de mettre tes yeux en dessous direct de la barre. Ah putain, les gars, moi je suis pas. Tu veux que je t'aide à la lever? Attends, on va voir. Enfin, déjà. Bon, doucement. Tu veux la remettre ou tu veux que je te la sorte? Non, non, c'est pas ça, mais. Ok. Bien. C'est facile hein?
Il est 8h du mat. Il enchaîne 75 pompes. J'en ai fait 12. Et lui il prend 27 kilos. J'en ai pris 10. Bon. Après il a 45 ans. Hein. Il est monstre. On peut avoir un peu plus de son s'il te plaît? Ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup ouais, là c'est bon, là, on n'entend pas beaucoup, mais c'est bon. Que j'en suis à mon aise, comme mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde, et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde. Je pense que là, si on a un accident, le gars, il va vous voir tous descendre. Je pense que le constat est fait. C'est toi qui descends en premier quand même. Ouais. Avec toi, on est assuré. Non mais t'inquiète, après moi je négocierai derrière. Je dirais, t'es sûr? Parce que je les ai vus en entraînement et tes bagnoles, ils en portent deux au bout d'une barre. Donc si tu veux, il y a une belle ambiance dans ce bus. Qui s'envole Saint-Jean. Tu as une playlist rugby? Non, mais on connaît les sons. Il y a une belle ambiance. Les amis, je suis à La Roche-sur-Yon. Bon, là, ça se voit pas, ça ressemble à un terrain d'aviation traditionnel, mais je suis à La Roche-sur-Yon et on va rejoindre une équipe de mecs qui s'appelle Top Gun, parce qu'il y a des avions partout et je vais faire un truc d'avion. Ça va? Bonjour Sébastien, bienvenue. Salut, ça va bien? Aurélien. Bienvenue, on t'attendait. Je suis content. Bah, nous aussi. Je suis content. Je suis flippé, mais je suis content. Tu sais, avec cette envie où tu te dis que tu as envie d'aller aux toilettes 10 fois avant de... Oh là, c'est quoi ça? Alors, bah, tu as deux spécimens que tu vas utiliser aujourd'hui. Tu as le L39 juste derrière moi. Mais dans un premier temps, c'est le Stearman qui va t'attendre avec Aurélien. L39, c'est fabrication quoi? Alors, c'est un avion de conception tchèque, suisse. Est-ce qu'ils sont bons les Tchèques en fabrication d'avions? Parce que c'est peut-être le moment de se poser la question. Alors oui, a priori, c'est l'avion d'entraînement le plus produit au monde. L'avion d'entraînement de chasse le plus produit au monde est toujours produit à l'heure actuelle, donc oui. Par contre, tu vas faire du Boeing. C'est le premier avion qui a été construit par Boeing. Du Boeing Stearman. Ah là-bas? Ouais. C'est un Boeing? C'est un Boeing. Ah, c'est énorme! On peut regarder celui-là? Allez. Oh les gars, l'as des as, Jean-Paul Belmondo. Attends, t'es en train de me dire que celui-là, il date de quand? 1943. Oh la vache! Alors, il a eu plusieurs vies hein, avant d'être dans cet état-là. Parce qu'il a commencé par être un avion d'entraînement pour l'armée américaine. Ouais. Et puis ensuite, il est devenu avion d'épandage agricole à l'époque où c'était très répandu. Mais non! Ouais. Et ensuite, il a été modifié avec 4 ailerons et un gros moteur pour faire des shows aériens. Je peux poser une question? Oui. Pourquoi c'est mou là? Eh bien parce qu'il n'y a rien, c'est juste une toile tendue. Ah mais là aussi? Exactement, c'est la même chose. Ah ça c'est de la toile tu veux? C'est une toile tendue qui est peinte par la suite. Mais en fait ici tu vois, tu as des nervures. Oui. Et c'est une aile toute en bois. C'est du papier peint donc on met dessus. C'est un petit peu le même principe. Et non mais t'es sérieux? Et ça, on craint rien avec ça? Non, on craint rien du tout. On n'a pas fait mieux. Hein. Écoutez ce bruit. Ah ouais, c'est juste de la toile tendue. Voilà. La vache. C'est censé me rassurer donc. Alors, je suis léguer l'intégralité de vos biens à Top Gun Voltige. En cas de malaise, léguer l'intégralité à Top Gun Voltige. Oh, d'accord. 3, 07, 23. J'ai tout légué à Jeff. Bon, allez, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux te mettre en tenue. Combinaison de vol que voici. Les gars. Putain, ça en jette. Ah ouais, pas mal, hein. Ça t'amincit. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal, là. Donc, je vais m'attarder majoritairement sur l'aspect sécurité. Donc, là, je ne vais parler que de problèmes. Le but n'est pas de te faire peur, au contraire. L'idée, c'est de te rassurer et de te dire que ces vols sont hyper safe. Moi, je voltige depuis des années. Je fais du L39 depuis bientôt 5 ans. Jamais eu de soucis. Et même si on avait un souci, on a des issues de secours. L'avion est équipé de sièges éjectables. Donc, en cas de pépin, on quitte l'avion. En cas de gros pépin, on quitte l'avion. Ouais.
C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle un gros pépin? C'est tant que tu dis pas gros pépin, c'est pas un gros pépin. Je vais développer un tout petit peu. Je vais d'abord t'expliquer ce qu'on appelle les 3 cas d'éjection, c'est-à-dire les 3 situations qui peuvent te mener à devoir t'éjecter. Et dans un second temps, je t'expliquerai d'un point de vue purement mécanique comment faire pour t'éjecter. Je commence avec les 3 cas d'éjection. Le premier, lorsqu'il y a éjection, c'est généralement celui-ci, c'est sur ordre du pilote. On a un gros pépin. Par gros pépin, j'entends une panne moteur à un endroit éloigné de l'aéroport. Ça peut être une collision, on se prend un piaf dans le moteur, ça pète le moteur. Un piaf est dans le moteur, ça peut... Le moteur est dimensionné pour supporter un certain nombre d'oiseaux. Après, je t'apprends rien, le jour où t'as pas de bol, ça tape au mauvais endroit, mauvais angle, mauvaise vitesse, mauvaise température, et ce jour-là, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc, en cas de gros pépin, ce que j'estimerais être un gros pépin, je te donne l'ordre de t'éjecter. L'ordre, il est hyper clair, c'est le mot éjection, répété 3 fois. Éjection, éjection, éjection. À partir de là, tu n'as plus de débat. Ordre d'éjection égale éjection immédiate. Jamais vous faites ça en forme de vanne. Non. Ça, tu vas pas me faire un éjection, éjection, éjection. Ah, je l'ai dit que 2 fois. Non. Ça fait partie des mots qu'on prononce pas à bord de l'avion. Deuxième cas, on imagine qu'on a une panne radio, qu'on s'est pas entendu, que je ne sais trop quoi. Toujours est-il que tu me vois m'éjecter. Même s'il n'y a pas d'ordre d'éjection, ça peut sembler évident comme ça. Je suis. Même si je sais que tu as déjà de bonnes notions de pilotage, peu importe ce qui s'est passé, tu me vois m'éjecter, tu t'éjectes. Point. Troisième cas, ce serait l'éjection à ton initiative. Et la seule situation qu'on imagine pouvant nous conduire à ce troisième cas, ce serait une collision en vol avec un autre avion. Bon, bah dans ce cas-là, tu sauves ta peau. Dans tous les cas, moi, je n'ai aucune autorité sur ton siège et toi, tu n'as aucune autorité sur le mien. Chacun est vraiment responsable de sa propre éjection uniquement. Donc, si tu vois qu'on est en train de se planter, évidemment, tu sauves ta peau. Je trouve qu'on a beaucoup trop dit le mot éjection depuis 5 minutes. Après, on en parlera je ne l'avais pas prononcé depuis ce matin. Ok. Donc pour t'éjecter, la première chose à faire, ça va être de déverrouiller les poignets en enfonçant les gâchettes. Donc tu viens choper les poignets par l'extérieur et les presser entre tes mains. En les serrant, les gâchettes rentrent à l'intérieur et donc là la poignée se déverrouille. Et c'est tout ce qui se passe. Dernière étape, tout en laissant les gâchettes enfoncées, tu tires les 2 poignets vers le haut et là ça va enclencher la séquence d'éjection. C'est-à-dire que ta verrière va partir, le siège va partir, ça va t'éloigner de l'avion, te séparer de ton siège et ouvrir ton parachute. Je ne me suis jamais éjecté. J'ai pas du tout envie de m'éjecter aujourd'hui. Et si on démarrait aujourd'hui? Non. Et si on testait ce truc? T'as déjà sauté en parachute? Non. Bon, bah écoute, je compte pas te le faire faire. On communique à fond dans l'avion. D'accord. Si t'as des questions, des incompréhensions ou quoi, tu n'hésites pas à m'en faire part. Et le but, c'est encore une fois, avant tout, de te faire plaisir, quoi. Donc quand on veut se faire plaisir, on va secouer la crêpe dans un avion de voltige. Là, l'idée, c'est vraiment de partager notre truc et de te faire vivre ce moment-là avec nous. Je suis comme un gamin. Le torchon, obligatoire en cuisine. Il est pas beau le Jeff. Lavage de main, important. Donc là on est dans ta cuisine. Exactement. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui vont voir l'image de cuisine d'un grand restaurant, surtout étoilé avec cette notion de brigade où ça va être une ambiance très sérieuse avec un chef qui gueule. J'ai l'impression qu'ici c'est très détendu par contre. Ouais, c'est sérieux, mais après chacun sait ce qu'il a à faire. Donc là, tout le monde est à fond dans les focus. Donc là, lavage des mains et après on y va. Allez. Donc là, David, ça va être le coup de feu, comme on dit. Ouais, on les évite les coups de feu chez nous. D'accord, il va mieux. Là, on voit que la mise en place a été faite, donc tout est nickel, on voit derrière. C'est là où on voit que la mise en place, c'est le truc ultra important. En fait, 90% du travail, c'est effectivement sur la mise en place. Si tu as une bonne mise en place, après, normalement, ça roule. Pas de mauvaises surprises ou autre. Sachant qu'en plus, on demande à la réservation des clients s'il y a des contraintes alimentaires, des allergies ou choses comme ça. Parce que le problème, c'est ça peut te foutre vraiment dedans, quoi. T'as un mec qui te dit au dernier moment je suis allergique au lactose. C'est un peu con. On a toujours des plans B, mais tu vois, quand tu le sais. Si t'es allergique au lactose, tu vas pas en Normandie. On sent que c'est parti là. C'est un peu impressionnant. Tu vas voir comment ça s'organise. En fait, le bon arrive, la commande arrive. Déjà d'emblée, là tu vois, main, c'est l'introduction chez nous ici. Ouais. Quand les clients arrivent, on leur donne déjà quelque chose à manger. Oui, c'est ce que j'ai vu là, effectivement. Tarte à l'oignon pour commencer. Oh là là. Quiche Lorraine. Ce sont les mannequins. En fait, c'était des patères à la base. L'idée, c'est vraiment de dire que voilà, c'est une main tendue, ils sont entre les mains de toute l'équipe jusqu'à la fin du déjeuner, tu vois. Voilà. La première introduction, et c'est l'univers végétal. Donc on fait jamais intérieur-extérieur. Oui, c'est l'un ou l'autre. Tu peux en avoir mixé un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. C'est tous des orfèvres, les mecs. Là, c'est beaucoup de
dressage et de finaliser les plats. Et on a l'impression qu'ils ont changé leurs mains. Ils sont tous... C'est ouf. Moi, je veux que je fasse avec ça. Alors là, donc, comme je disais, préparation des pigeons qui sont à la carte. Une sorte de vengeance de la vie que j'aime beaucoup. Là, on a du pigeon. Ouais, pigeonneau. Donc, on va garder les 2 suprêmes sur le coffre. Donc, sur le hausse, et on va enlever toutes les cuisses qui vont terminer dans un gyoza. D'accord. On les tire. On va venir délicatement inciser le côté des cuisses. Ça, on va garder pour le jus. Ouais. Ah, il y a un coup à prendre. Hein. On va laisser sécher un peu en chambre froide. Ouais. Pigeon, il ne faut pas que ce soit mangé trop frais en fait. Oui. Voilà. Donc ça a été abattu lundi, donc il faut que maintenant les chairs elles se détendent. D'accord. On est parti? Allez. La jointure. J'espère que ça va. Écoute, c'est nickel. T'as bien enlevé les poumons à l'intérieur? Je pense que oui, tu peux vérifier parce que je n'ai pas de ton coup d'œil, mais... Nickel. Et ça a été une envie depuis tout petit. Depuis tout petit? Ouais, j'ai toujours su que je voulais être cuisinier. Dans la famille, c'était déjà cuisiné ou rien à voir? Ma grand-mère a élevé des enfants de la NAS, donc du coup, elle cuisinait pour toute la famille. C'était une cuisine familiale. Mon grand-père, lui, cultivait. Donc finalement, j'ai été nourri aux bons produits de la ferme et c'est comme ça que je me suis dirigé naturellement vers la cuisine, quoi. Donc on est dans un restaurant gastronomique étoilé. Vous comprendrez que je vais avoir du mal à les aider en plein coup de feu, comme ils disent, parce que c'est ultra précis, c'est carré de chez carré. Mais mon défi, c'était d'épater un chef étoilé, donc je crois qu'il a un défi pour moi. Je ne sais pas encore ce que c'est, je vais l'apprendre, mais je crois que je vais devoir... c'est pas une salle complète que je vais devoir épater, c'est un chef étoilé au Michelin. Grand-chose, ça va bien. Mais je suis très fort en sandwich, jambon, fromage. Je pense que s'il me demande ça, je peux l'épater. L'idée, c'est vraiment de les transporter avec nous dans mon univers et de partir en voyage tout en gardant les pieds ici sur la Normandie, quoi. Alors, la question qui fâche maintenant, donc c'est vrai que tu es dans un super endroit, c'est vrai que ça aide, c'est une belle vitrine pour toi, Giverny. Tu me parles de 35-40 couverts. La clientèle que tu vas attirer, est-ce que tu vas avoir un vrai souci de prix? Enfin, tu essayes d'être plutôt populaire, de tirer des prix vers le bas, ou le fait d'être étoilé t'oblige à mettre la barre plus haute, y compris financièrement? On est obligé de mettre la barre très haute financièrement, que ce soit pour aller vers l'objectif qui est toujours d'excellence et de monter aussi plus haut vers les étoiles. Et donc ça a un coût tout ça en fait, hein. C'est pas que l'assiette, quoi. C'est aussi tout l'écosystème qu'il y a autour, y compris l'art de la table. On travaille avec des artistes qui font uniquement du sur-mesure pour nous. Le choix des matières premières et puis la masse salariale aussi, parce que on est autant de salariés que de clients. Mais du coup, cette exigence et cette étoile qui t'oblige positivement à l'exigence, est-ce que ça te donne envie d'en avoir une seconde, ou est-ce que des fois tu as envie de te freiner un peu en disant s'il y en a une deuxième, ça va être pire et je risque de rentrer peut-être dans un carcan un peu plus compliqué? Quand tu tombes dedans, tu es obligé de te prêter au jeu et je pense que c'est le rêve de tout chef, de toucher à l'excellence. Et alors certains peut-être effectivement décident de rendre leurs étoiles parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément autre chose à prouver quand on a 40 années de carrière. Moi j'en suis qu'à 20 ans, donc il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. En fait, j'ai vraiment envie d'accompagner tous ces jeunes vers cette transmission aussi. Donc mon engagement auprès des écoles est très fort. J'ai formé aujourd'hui 2 chefs qui m'accompagnent au quotidien, ce qui me permet moi de me dégager du temps pour aller justement partager ma passion, parce qu'effectivement si nous on n'est pas présent et on ne montre pas la passion qui nous anime tous les jours, qui va le faire pour nous? Alors maintenant on va attaquer le côté, donc le MMA, là tu as fait le côté striking. Ouais. Et ce qui différencie avec la boxe thaï, c'est le côté lutte, ça veut dire les phases d'amener au sol, donc le côté amener au sol, et les phases de sol. Ce qu'il faut d'abord que tu évites, les premières choses que tu évites. Si quelqu'un vient de se saisir la nuque, ici, c'est dangereux pour toi. Il va falloir que tu lèves les coudes qui sont là. Tu descends ta nuque en même temps et que tu t'enlèves. D'accord? Je vais te le faire, je suis devant toi, je commence à t'attraper. Ouais,
Souvent, si moi je vais venir te saisir ici, j'ai les deux bras sous tes bras, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, je vais pouvoir te plier en deux et ça va faire ça. Okay, et je vais juste à t'emmener au sol derrière. La personne arrive sur toi pour te faire un plaquage. En fait, non, tu vas jeter tes jambes en arrière et tu vas mettre tout ton poids sur le haut de mon corps. Exactement. Je suis ici, je descends, jette-toi sur moi. Ouais, voilà, ça c'est un sprawl. Tu es en position de combat et tu vas essayer de planter ce genou. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas poser ta jambe avec le talon. Tu vas maintenant venir aplatir ton genou, descendre sur ta jambe arrière et tu vas venir poser ton genou avant. Voilà, ok? C'est pas facile. J'ai pas des genoux. 1, 2 et 3. Putain, c'est pourri. Ça va être dur à l'amener au sol. Il va pas être évident celui-là. Et qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui considèrent ce sport comme violent, même si l'image a changé un peu? C'est un sport violent, j'ai rien à dire là-dessus. Mais tu comprends la vision des gens qui peuvent être choqués en regardant ça? Je pense les parents, parce que les mecs, quand les enfants ils disent hey, maman, j'aimerais faire du MMA, les parents qui regardent, ils disent bah non. Bah bien sûr, j'aimerais pas que si j'avais des enfants, j'aimerais pas qu'ils en fassent. Ah bon? Non. Qu'ils fassent du piano ou de l'équitation, ça c'est cool. Jab et descend. Ouais, une fois que tu es ici, tu as bloqué, planqué, tu vas venir descendre ton corps et tu vas venir saisir avec tes bras le creux de mes cuisses. Voilà, les creux de mes genoux. Et là, en même temps, regarde ce que tu vas faire. Tu vas ramener ton genou vers ici, après. En même temps, tu vas tirer avec tes bras et tu vas pousser avec ton corps. Vas-y, pousse. Voilà, boum. Ok? Tu vas me faire ça. Tu te mets sur le dos. D'abord, tu me regardes, je te montre. Je vais poser mon épaule droite sur le côté. Où j'ai posé mon épaule droite, je vais tendre ma jambe. Cette jambe, elle va être en appui. Ce que je vais faire, ça va être deux mouvements en même temps. Le premier mouvement, c'est que je vais pousser sur cette jambe derrière moi. 1. D'accord? Le deuxième mouvement, ça va être que je vais ramener mon haut du corps vers ma cheville. 2. Et je combine les deux et ça donne ce mouvement-là. 1. Là, tu as planté. Alors, maintenant, tu vas pousser sur cette jambe et tu vas ramener en même temps. Vas-y. Super. Non, mais c'est super, hein, vraiment. Le problème, c'est que j'ai pas de mémoire après. T'apprends très vite, mais j'oublie vite. Pourquoi ça a explosé? Qu'est-ce qui fait que d'après toi, ça a explosé? Bon, c'est très simple, c'est parce que c'est déjà le sport le plus visuel, le plus sanglant, le plus spectaculaire. Donc il y a une iconographie importante, il y a la cage, il y a les histoires qui sont racontées derrière chaque combattant, derrière leur passé. Et puis celui qui gagne, celui qui est champion du monde de MMA poids lourd, c'est l'homme le plus fort au monde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'homme le plus fort au monde. Ouais. Donc là, en ce moment, l'homme le plus fort au monde, c'est Francis Ngannou. Salut Francis. Salut Francis. Je tape les gens pour vivre. Hein, on reste potes Francis, hein. Pas d'embrouille. Hein. Il vaut mieux pas. Dans ce sport-là, la chose que tu dois te rappeler, toujours faire face à ton adversaire. Jamais donner ton dos. La personne va vouloir venir sur moi. La première chose que je vais vouloir faire, c'est, tu te rappelles des bras? Le premier bras au niveau de l'épaule. Ce bras-là, je vais le mettre au niveau des hanches. Maintenant, je vais faire la langouste. Regarde, l'appui ici, je vais mettre sur le côté, je sors mes hanches. Ok? Je perds l'appui. Voilà. Cette jambe-là, elle va venir juste à l'intérieur, là. Rapproche tes deux genoux. Voilà. Cette jambe-là, elle va venir à l'intérieur. Pas là, ici. Sinon, tu vas venir écraser mes genoux. Mon genou toujours à l'extérieur. Et d'ici, je vais m'aider avec cette jambe pour pouvoir me remettre de face. Ok? Comme les jambes sont toujours plus forts que le haut du corps, tout ça, là j'ai un contrôle sur toi, c'est-à-dire que je peux pousser et me remettre droit. D'accord? Les gars, c'est c'est du tricot le truc. Je suis obligé de te montrer ça parce que sinon tu te trouves dans cette situation. J'espère que t'as pas l'intention que je me rappelle de tout ça là. Ici, et ça s'appelle butterfly guard, donc une garde papillon. Ok? Et là, tu as de la contrôle, pousse sur tes jambes et tu m'aplatis. Ok? Ok, on est bon. Ok? C'est bon, je suis prêt. Alors, la pratique du sport de combat, est-ce que ça t'apporte quoi au quotidien? Une espèce de zénitude? Ça t'évite d'aller taper des gens dans la rue ou trucs comme ça? Est-ce qu'il y a un côté spirituel là-dedans ou pas? Ou c'est juste un défouloir? Je me suis posé exactement la même question en arrivant là. Ouais. Je regardais quelqu'un qui était en train de fumer et je disais merde, ce mec est en train de se créer une dépendance et il l'assouvit grâce à quelque chose de nocif. Moi en fait, j'ai pas besoin d'aller boire ou fumer ou faire des trucs chelous parce que je m'entraîne ici, quand je ressors on est bien, on est détente. Ouais. Et après on est vraiment des gens paisibles qui sont pas agressifs. Notre agressivité, si on en a, on l'a fait dans un cadre justement où il y a des règles, où on est avec des amis, il n'y a pas d'animosité. Donc c'est un sport qui est violent
mais c'est pas un sport d'animal justement. Il n'y a pas de haine qui est sous-jacente à la pratique. Et ce qui fait qu'en général, les gars qui font les sports de combat sont des citoyens un tout petit peu meilleurs que les autres. C'est paradoxal. On fait un truc de sauvage, pourtant, on arrive à s'élever un tout petit peu plus que la moyenne. C'est très beau ce que tu as dit. Oui, je crois que c'est vrai. Tu sais quoi? Du coup, j'ai même plus envie de me battre. Viens, on va boire un coup. Ça sert à rien. Pourquoi on va se foutre des patates? On va boire un café, un truc. Une petite pinte à 10 h. Une petite pinte, allez. Non? Bon, bah. Une pinte ou des pains? Oui, bon, allez, des pains. Bagarre! Comment ils font les mecs dans la caméra? Bagarre! J'avais lu, en gros, c'est 10 000 dauphins par an qui sont répertoriés. Ouais. C'est ça. Là, vous en êtes à combien, tu sais Là, de notre côté, on est à plus de 90 dauphins retrouvés en 3 semaines sur les plages de Vendée. En 3 semaines, 90? Ouais, mais que sur les plages de Vendée. En une journée, il y a 2 semaines, entre Mimizan et Cap-Breton, il y a eu 18 dauphins échoués la même journée. Voilà, c'est vraiment inquiétant quand même. Oui. Fais gaffe, ça peut glisser. Hein. Ouais, t'inquiète, je suis passé peut-être comme ça. Le mieux, c'est de passer par là, il y a des meilleures marches. Non! T'inquiète pas, je vais y arriver. Oh. Tous les déchets plastiques, c'est ouf. Ça, c'est... il y en a pas mal en ce moment, parce que déjà, il y en a pas mal dans l'océan. Et surtout, tous les vents et les vagues ramènent... Ramène tout là. Quoi. Et là, il y en a 2 là. Le premier, et là où il y a Léa, c'en a un deuxième. Ouais. Donc là, quand c'est comme ça, là, c'est là où tu vas prévenir. On va faire ils font des photos et ensuite on prévient l'observatoire pélagique qu'il y a 2 dauphins ici. C'est des dauphins qui ont été pris à 80% de chance qu'ils ont été pris dans les filets. Là, il n'y a plus possibilité de voir des marques de filets parce que ils sont trop décomposés pour avoir des marques de quoi que ce soit, quoi. Mais 80% des dauphins qui s'échouent ont des marques de prise accidentelle dans les engins de pêche, quoi. C'est chaud là quand même en état de décomposition comme ça, putain. Putain de cailloux de merde. Donc là on a été appelé pour nous prévenir qu'il y avait un dauphin qui était échoué, donc on y va. Choqué quand même. Tu vois, on n'a pas, ils n'ont pas à être sur la plage échouée quoi, en fait. Et surtout que c'est pas une mort naturelle. Donc, tu sais, j'avais un peu, là, ça se voit, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Mais que ça se finisse comme ça pour certains dauphins, quoi. C'est pas normal. Donc Damien, moi je voulais un peu savoir qu'est-ce qui t'a amené à être aux côtés de Sea Shepherd. Déjà, depuis combien de temps t'es engagé? Je suis engagé depuis 2015. En fait, en 2014, j'avais envie de m'engager, de faire quelque chose pour la biodiversité. Je ne savais pas encore si c'était terrestre ou marin. Et
j'ai quand même un petit peu plus de penchant pour les océans, Ouais. parce que mes parents ont élevé avec la possibilité d'aller en mer régulièrement, étant donné qu'ils sont en bateau depuis que je suis tout petit. D'accord. J'ai commencé ma première sortie en mer, je devais avoir 6 mois, je crois. Ah oui, 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 donc c'est vraiment depuis tout petit. Ouais. Et du coup, j'ai découvert Sea Shepherd via RMC. Donc c'est très américanisé, Oui, oui. Les trucs sur RMC. Il faut savoir que tout ce qu'on peut voir à la télé, c'est 10% du temps d'une mission Réel, ouais. réelle, quoi. Et ça prend un grand pas sur ta vie personnelle, je suppose. C'est un engagement Oui. assez important. Ouais, parce que... Vas-y. Pause. Ah. Oh là. Ah bah non, bah là, faut... Bah vas-y, là, du coup. Donc apparemment, les gendarmes sur place et tout, ils sont en train de... Sans déconner, ils ont fait ça sur les collectes alimentaires, quoi, mais carrément. Ouais, Dodo? Ouais, tu vas bien? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oui et non. Les pêcheurs ont débarqué, ils sont en train de péter les stands. Alors ils ont fait Saint-Hilaire, ils ont démonté le stand, piqué les banderoles, piqué les fringues, les prospectus et tout. La gendarmerie a débarqué et ils sont une vingtaine et ils sont repartis, ils vont sur Brême et la gendarmerie laisse tomber les bénévoles sur place, donc ils se retrouvent tout seuls. Donc moi je les fais lever, quoi. Ils sont en train de partir sur Brême, ils vont faire la même chose, donc on a prévenu l'équipe de Brême et la gendarmerie leur court après, quoi. Là, il y a une vingtaine de pêcheurs qui viennent de passer au magasin de Saint-Hilaire-de-Riez, là où on a une collecte alimentaire en ce moment. Et ils ont démonté le stand en fait, pour empêcher Sea Shepherd d'avoir des collectes alimentaires. Voilà. Donc là, on va voir ils sont apparemment en train de se diriger vers Brême-sur-Mer. Et nous, on arrive à Brême-sur-Mer là dans 5 minutes, et en espérant que les caméras les calment un peu. Bah du coup, c'est quoi? Moi je vais surveiller s'ils arrivent, je vais leur casser la gueule. Mais non, mais ouais. S'ils se dirigent vers là, remarque, on n'est que nous deux, on n'est pas... je me sens pas très en sécurité là, tout d'un coup. C'est pour ça ce qu'on disait, ce que les gens ne voient pas, ça n'existe pas. Et quand tu es sur le terrain et que tu vois, bah, tu te rends compte que ouais, ça existe. Alors, normalement, il y a une vingtaine de pêcheurs qui devraient arriver par ici. T'as vu, j'ai monté la garde là. Et voilà, on attend de voir. Il y a les collègues qui sont à la maison qui ont demandé ce qu'ils faisaient et donc qui continuent de dérouler la journée qu'on doit avoir. La mienne me confirme qu'on va arrêter les stands pour la journée. Ah oui, carrément. Ouais, pour pas se faire détruire les stands, pour pas risquer des... Vous avez assez là? Vous avez assez vous au niveau nourriture, au niveau... Non, c'est pour ça qu'on faisait une collecte aujourd'hui. En fait, les collectes, ça limite les frais. Les dépenses, oui, parce que vous, en fait, vous dépendez en fait des dons en fait des gens, en fait, en gros, vous n'avez pas de sous par l'État ou. C'est ça. On est complètement indépendant des États et par contre 100% dépendant des gens qui donnent et des donateurs. D'accord. Donc les donations, ça peut être soit financier, soit là de l'alimentation. Salut à tous, c'est Noah Néné, j'ai 18 ans, je fais 1m94, 109 kg et je joue centre. Salut, c'est Charles Laloy, j'ai 19 ans. Je fais 1m84 pour 86 kg et je joue arrière numéro 15 au Stade Français Paris. Alors salut, moi c'est Ethan Randall, j'ai 20 ans, je fais 90 kg pour 1m81 et je joue centre ailier. Allez les gars, on se motive, dans 2 heures on est en vacances. Allez Bichette, Ta passion du rugby, elle vient d'où? C'est ma mère qui m'y a mis, je faisais du foot avant. Okay. Et elle m'a dit tu veux pas faire un autre sport, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est juste que quand j'étais petit j'étais un peu hyperactif, du coup mes parents pour canaliser mon énergie m'ont mis au rugby quoi. Je suis anglais, j'ai grandi là-bas jusqu'à peu près 11 ans. T'as pas d'accent anglais, t'as un accent du sud. Et quand tu me dis mec je viens d'Angleterre, j'ai envie de te dire mais vous avez tous cet accent-là en Angleterre ou Donc c'est mon père qui joue au rugby jeune. J'ai un grand frère qui joue aussi et on a de suite été mis un peu dans le rugby. T'as raison toi. Vous avez pas des tirs de mêlée?
part au skip. Ok, à mon top, accélération 5, passage au sol, je reviens contre l'arrière. J'ai rien compris à ce qu'il dit. Alors on va partir sur c'est 3 blocs qu'on fait là? Ouais, 3 blocs. 3 blocs de cardio. Et après on pourra finir sur un peu de rugby. Tu fais des études en plus? C'est ça, ouais. Tu fais quoi? Je fais un diplôme d'éducateur sportif. Donc c'est une école de finance. Je suis en école de commerce, moi, donc à l'EM Lyon. Comment est-ce que tu arrives à gérer pour le coup tes journées? Bah tu vois, quand je suis en esport, du coup on finit à midi, donc en soi, t'as quand même toute l'après-midi pour bosser. C'est pas facile, mais après, encore une fois, on a vraiment beaucoup d'aide, que ce soit pour les examens aussi. Les écoles, moi dans l'école où je suis, ça nous facilite un peu la tâche. C'est la vie du matin, donc c'est avec les copains de 8h à midi à peu près. Et direct tu switches à 1h30 pour manger, grand max. Tu switches direct, tu es en cours. Il y en a qui sont en formation, en alternance, enfin il y a plein de choses. On va à cette ligne, passage au sol, tu viens à L. C'est celle-là là? Non, là on va partir de là-bas, on va là. Tu passes au sol, tu fais une marche arrière jusqu'ici, et après tu vas jusque, tu vois le plot rouge, orange, c'est jusque là, voilà ça. Putain. Thierry, ma gauche. On va finir là-dessus, mais est-ce que tu as un message ou un conseil ou un truc pour les petits qui commencent le rugby ou qui veulent faire du rugby? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Qu'est-ce qui, toi, genre, t'a motivé le plus? Mais pour moi, en fait, il faut trouver un lien. En fait, il faut que ce soit logique. Il faut que ça fasse. Il faut prendre du plaisir. On le dit très souvent, mais c'est vrai. Si ça nous plaît pas, il faut arrêter. Il faut prendre du plaisir à se faire mal. En fait. C'est un peu comme tous les sports, mais c'est un peu à la passion, quoi. Alors moi, je suis passionné. Tu vois, je me lève pas tous les matins pour me faire chier entre guillemets. Je viens ici avec la banane et tout. Et puis, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de rien lâcher, parce que genre pour prendre quelques exemples, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais pas forcément le meilleur. Il y avait plein de mecs meilleurs que moi, mais tu vois, j'ai jamais rien lâché. J'ai continué à bosser, à m'entraîner, et au final, peut-être que maintenant, comparé aux autres avant, je suis peut-être là où eux ils y sont pas. Tu vois, je suis loin d'être le meilleur, mais j'ai jamais lâché, et ça fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Ça demande énormément d'investissement déjà, mais que s'ils ont la volonté, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose de magique. Nous, on a vraiment une chance énorme de pouvoir faire ce qu'on fait. Il y en a qui se lèvent le matin, ils sont saoulés d'aller en cours. Ben nous, on se lève, on a le sourire parce qu'on va à l'entraînement, on est avec les copains. Franchement, c'est quelque chose de très bien à vivre. On se tient sur ces parties-là. Ouais. Debout sur le fauteuil. Tu peux mettre les pieds dessus. Tu me rigoles pas. Ici, t'as le droit. Il y a de la place. Elle fait pour les grosses, là. On est très proche. On a quelque chose entre deux.
Incroyable. C'est topissime. Mec. Hop. Sur siège. Incroyable. Bon, ça fait toujours du bien de... Hein, je suis revenu. Je suis revenu. Wouh! Incroyable. Bravo. Je dis bravo. Allez, les gars, présentation. Benoît Buffière, 36 ans. Je suis chef pilote ici chez Top Gun Voltige. Et Dumbo, c'est... Rien à voir avec les oreilles, c'est plus. D'accord. Aurélien, 32 ans, pilote professionnel et pilote chez Top Gun également. Bon, et les gars, c'est incroyable. Il y a combien d'avions ici? On commence à avoir quelques-uns, il faudrait qu'on recompte parce que ça évolue en ce moment assez rapidement. On a les deux L39, le Stearman, un Epsilon, un avion de voltige, on a l'Extra, on a le T-33 et ensuite on en a 2 en cours de restauration, donc on est déjà 8 appareils. Ah ouais, comment ça se passe la première fois où tu es pilote? Tu as commencé comme tout le monde sur hélice. Ouais, tout à fait. Et un jour on te dit, tu vas conduire un truc, comme on disait quand j'étais gamin, les avions à réaction. Ouais, c'est toujours le cas. Le don que tu avais. C'était un mercredi matin, j'étais devant ma cheminée au mois de novembre et le patron m'appelle, il me dit bon bah, tu pars à Dijon pour passer ta qualif L39, donc j'étais très content. Et c'était un peu la surprise. Et ensuite, L39 c'est celui-là. C'est l'avion de chasse, pardon. Et donc ça se passe comme n'importe quelle formation sur n'importe quel avion, c'est-à-dire que tu vas commencer avec une formation théorique, après plus l'avion est gros et performant, plus la formation dure. Mais donc là grosso modo c'est une semaine de théorie, ensuite une semaine de pratique. À quel moment on se dit je vais tenter une figure? Toi qui en fais, tu te dis, est-ce que tu as tout tenté en figure ou il y en a encore où tu te dis, tiens, celle, je sais même, j'ai pas les noms, hein, j'y connais rien, mais... Bon, c'est après, je pense que c'est, on a ça dans notre ADN un petit peu, et puis on n'est pas lâché comme ça dans la nature pour faire de la voltige. En France, on a la chance d'avoir un système fédéral associatif qui est très structuré, donc on va commencer sur des avions peu performants, ce qu'on peut assimiler à du karting un petit peu, on va gravir les échelons, pour après arriver sur des avions performants. Ouais, donc tu commences petite voltige. Voilà, et puis au fur et à mesure, on va monter crescendo, on va dire, dans les figures et la complexité des figures. Et puis après, il n'y a pas un vol qui est identique, il n'y a pas une figure qui est identique. Voler la tête à l'air, c'est extraordinaire. Ouais, c'est un peu hors du temps, ça permet de déconnecter, quoi. C'est que je trouve ça extraordinaire, j'ai l'impression, je suis un gamin, alors en même temps je flippe, mais en même temps je trouve que c'est le jouet qu'on avait quand on avait les petits porte-avions. Exactement, c'est la même chose. Sauf que là, tu vas être dedans. Et donc, ce que je fais là aujourd'hui, ceux qui nous regardent peuvent le faire aussi. Tout à fait, c'est notre métier. Nous, on notre fait métier, ça, on est une société qui propose des vols à sensation. Donc, un vol à sensation, c'est un baptême de l'air, mais effectué sur des machines un peu plus exotiques. Donc, on a un cadre réglementaire différent. Et donc, on fait ça sur avions de collection, avions de chasse, avions d'entraînement militaire et avions de voltige. C'est incroyable. Combien il va celui-là, en vitesse de pointe? Le L39, on a une vitesse max à 910 km/h. Ah ouais. Ah oui, ça va aller. C'est-à-dire que d'ici, on va aller à l'île de Ré. Alors déjà, ça me paraît dingue parce que moi, j'avais l'impression qu'en voiture, c'est loin. C'est loin, c'est 1h30. Ah, c'est 1h30. Et on va le faire en combien de temps? Là, pour aller sur la pointe de l'île de Ré, 7 minutes. 7 minutes. 1h30, 7 minutes. Bon, vous êtes prêts, les gars? Bah, nous, on est prêts. C'est plus toi. Est-ce que tu es prêt, Sébastien? Prêt? Ah, moi, comme jamais. Alors, on va y aller. C'est sécure, hein? C'est sûr. On a fait le plein. Il y a tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai au moins autant envie que toi de rentrer avec l'avion. Ouais, bon, allez, t'as raison. Allez. Le défi du chef, moi qui aime cuisiner, les gens le savent, là tu m'as mis des trucs que je ne cuisine jamais. Bah, à part les carottes et les oignons, clairement, et les petits pois, mais une dorade, des moules, du sapin, carottes nouvelles, échalotes, oignons, salicorne, citronnelle. Je sais pas ce que tu attends de moi, mais... Bah écoute, alors moi j'ai de grandes influences pour la cuisine asiatique. Ouais. Comme je t'expliquais un petit peu ma démarche autour du végétal et tout ce qui s'ensuit. L'idée, je te donne l'intitulé du plat et après je te laisse te débrouiller parce que moi je vais refiler au service. Tu as 1 heure chrono en main. 1 heure? Pour me sortir un plat. J'ai déjà mis 2 heures à faire, juste à découper les pigeons. Petit pois carottes. Ça, c'est inévitable. Un bouillon de cosses de petits pois parfumé avec la citronnelle, le sapin et la coriandre. Ouais. Petit filet de dorade juste snacké et quelques moules qui, elles, apporteront uniquement la petite note iodée. Eh ben, ça va être sympa. Eh bien... J'espère que t'as pas faim. Bon courage. Merci David. J'ai jamais levé un filet de poisson de ma vie. Bon bah, c'est parti les gars. Allez, d'abord, je vide le poisson du coup. Alors après,
Le filet, je ne peux pas regarder un tuto. On suit l'arête centrale. Retire la parure. Les arêtes, elles sont là. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Magnifique. Je vais cosser les petits pois. Quand j'étais petit, j'allais me promener dans les champs de petits pois. Je bouffais tout. J'adorais ça. Il faut que je fasse le bouillon. Bouillon. Je sais pas s'il veut que je laisse les fans des carottes. Parce que c'est des carottes nouvelles, donc ça se mange avec la peau, un peu comme ça, tu sais. Je vais les faire glacer. Il faudrait que je lance le bouillon avant les fans de petits pois. Je vais enlever la première. Du sapin. Et de la coriandre. Pendant ce temps-là, mes petits pois dans l'eau, là, départ à froid. Et je vais mettre mes petites carottes dans l'eau aussi et je les ferai glacer après. Non, je vais les faire glacer tout de suite. Les petits pois, on va les cuire. Le poisson, il va me faire une autre. Mais les moules, je vais les faire pas tout de suite parce que les moules, ça s'ouvre vite. Et le poisson, il se snack. Donc je vais mettre ça là en attendant. Je vais faire glacer mes carottes. Prendre du beurre. Au moins ça. On met de l'huile pour pas que le beurre crame. Petit truc. L'intitulé était clair, mais le problème, c'est la réalisation du truc après, et la présentation. Donc, faut que je m'imagine bien le plat dans ma tête, en mettant, je te dis, petits pois carottes avec le morceau de poisson au milieu, un peu de salicorne dessus, et je vais ciseler des herbes qui me restent, là, de la coriandre, machin, qui me reste avec un tout petit peu d'échalote très très fine qu'on va mettre dessus, et le bouillon, je vais le passer au chinois, et je le mettrai à côté, et il sera versé au-dessus de tout ça au moment de manger. Et je pense qu'on est bien. Rajouter comme si c'était des pickles qui seront sur le dessus et ça donnera un tout petit peu de croquant. Comme il faut que je continue à mouiller mes carottes pour rappeler le goût, j'ai prélevé du bouillon. Il y a un truc qui va pas. On a le goût de tout, mais ça manque d'un truc qui te claque dans la gueule, tu sais. On va essayer de faire un truc un peu propre. On va mettre les moules. On va être bon pour le dressage. Pour le goût, je sais pas. Pour le dressage, bon. Allez, dressage. Alors, je vais commencer par un lit de petits pois. Chef, il te reste 3 minutes là. J'arrive, chef. Je prends ma dorade que je vais mettre au centre. C'est un peu long, hein, je trouve. La pression. En tout cas, ça sent bon. Je sais pas si ça va être bon, mais déjà, il y a des bonnes odeurs. Ah, c'est bon signe, merci, chef. C'est déjà bon signe. On s'applique sur le dressage, hein. On fait de son mieux, chef. Faut pas qu'oublier, on est à Giverny, les plats, ça doit être des vrais tableaux. Chef. Alors, petit
petite dorade sur son lit de petits pois carottes et son bouillon asiatique, surplombé de ses moules de bouchot cuites à la naturelle. Déjà, ça donne envie et t'es généreux. Ah, et ça, t'es obligé, ouais. On se régale déjà des yeux, mais aussi du nez. On a bien les parfums de la coriandre. Petites carottes, elles ont l'air bien glacées. Je les aurais mieux découpées, mais je me suis un peu planté là-dessus. Les moules, il n'y en a que 2. Oui, je sais pas où les foutre. Eh ben, on goûte. Hein. Déjà, je vais voir si la cuisson du poisson est réussie. Ouais, parfait. Putain, je suis en train de vivre ce que tu as vécu pendant des mois et des mois avec des gens. Ces carottes juste glacées. Ah, les salicornes, elles sont mal nettoyées, pardon. C'est très bon. Merci, chef. Ah, c'est réussi. Le défi est relevé. Il y a les autres, vous êtes tous plantés. Merci, chef. Bon, il faudrait peaufiner encore 2-3 trucs, mais... Ouais, c'est... Les cuissons sont réussis, les assaisonnements aussi. Je me régale. Merci, chef. Prenez du poids, allez-y, mangez. Bon, chef, merci pour tout. Ben, merci à toi. Ça reste impressionnant. Je sais que j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre, parce que là, tu m'as fait des petites remarques après coup, machin, sur la cuisson du bouillon, tout ça. Et je suis ravi d'avoir appris tout ça, et ça m'a donné envie de persévérer dans la cuisine. Moi, je suis épaté, parce que tu t'es quand même débrouillé plutôt très bien, quoi. Merci beaucoup. non, mais sans déconner. La cuisson du poisson, c'est quelque chose qui pardonne pas. Et, oui, ça c'est vrai. Et là, il était cuit à la perfection et je me suis régalé. Eh ben, merci beaucoup donc, pour le CDI. Du coup, on signe quand? On signe quand, quoi. Attends, avant de signer, ouais. Il y a la vaisselle à faire. Je savais qu'il y avait un piège. Bon, bah, je vais le mettre à la vaisselle. Merci, mon David. On revient quand tu veux, donc, le restaurant Le Jardin des Plumes. Exactement. À Giverny. Et t'es le bienvenu, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bon, bah, ce soir, du coup. Merci beaucoup. Défi relevé. Ah, sympa, les chefs. Ça, pour bouffer et goûter, du monde, la vaisselle, il n'y a plus personne. Plus là. Il n'est plus là. Parti. Bon, je vais faire ça. Je vais me faire un bon McDo. Il est prêt. Il est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. On fait 2 fois 1 minute et après vous lui donnerez des vous lui donnerez des conseils. C'est la position du flamant rose, c'est ça? Oh. Le face à face. Attends, viens. Oh. Ouais, relève-toi. Stop. Allez, 13 secondes les mecs. Allez. 11 secondes. Putain, ça sonne, hein. Reviens, j'ai pas fini avec toi. Ici. Ça sonne, tu vois, ça sonne, mais c'est pas dangereux. Je suis bien. Deuxième.
Putain, ouais. Si tu remets ça, tu le colles. Tu colles. Rien. Continue. Rien. Ok, lève rien. Maintenant, tu arrives à te relever. Tu frappes. Encore. Oui, relève-toi, vite, passe à lui. Allez, vite, relève-toi, donne pas le fond. Essaye de sortir de la pousse avec tes bras. Allez, remets-toi debout, donne pas le fond. Super, accroche-toi. Ah, il m'a eu cette fois-ci. Et je me suis pas laissé faire. Je suis mort. Putain, mais la minute la plus longue de ma vie. Oh la vache. C'était mieux là, hein? Ouais. Les amener au sol, les bons low kicks. Comment t'as senti, Pietre? Je suis mort. Comment vous faites ça tout le temps? Combien de rounds généralement? 3 fois 5 minutes. Là, on a fait quoi? 2 fois un quart d'heure là? 2 fois 18 minutes. Putain! C'est bien, bravo. Et la prochaine fois, je fais de la danse, hein, je vous le dis, moi. Ben ouais, mais je suis prof de danse aussi. Hein. Hop là! Alors toi, petit chien, là, t'es pas le malin, toi, là, hein? Alors, hein? Merci, les coachs. T'as vu le... Ah! Des bons low kicks aussi. Merci à Pietre, il était un bon élève, il était assidu. Il n'a pas fait le gogol, il était consciencieux. Et pour le combat, il était très courageux, surtout pour le premier round. Et au deuxième round, il a réussi à se remettre en selle. Il voulait arrêter, on l'a motivé, et il a réussi à mettre quelques bons coups de pied, quelques belles amenées au sol, donc c'est tout à son honneur. C'est un sport qui est très difficile, mais avec de la technique, de l'assurance, on essaie d'augmenter son niveau progressivement. Son état d'esprit change, on devient un guerrier. Et là, bah, Pietre, il est sur la bonne voie, en tout cas pour le devenir. Et j'espère le revoir. Il est parti déjà. Je suis au café à côté, je vois une bière. Bon, et on n'oublie pas de venir me voir à Orange, hein, le 28 juillet. Je combats Dajiro Matsui, un ancien combattant du Pride. Ça va envoyer du lourd. Ah, ce bon vieux Pietre. Pas mécontent que ce soit fini, hein, mais c'était bien. T'étais content? J'en ai eu pour pas mon argent, mais j'en ai eu pour ce que j'étais, pourquoi j'étais venu. T'as payé de ta personne? J'ai payé de ma personne. Non, franchement, c'était bien. Non, mais en fait, le truc, c'est bon. Après, il y a le coup de la théorie. Tu te dis bon, quoi. Tu te dis ok, machin. Puis quand tu vois l'animal arriver là, t'as entendu gong, tu vois l'animal arriver sur toi. En fait, il n'y a plus rien. T'oublies tout. T'oublies tout. Où est la sortie? T'oublies tout. La cardio, quoi. Putain, on a fait 2 fois 1 minute. J'étais l'impression qu'on avait fait 2 fois 1 heure. Ah, ça, c'est parce que vu que tu stresses, tu perds toute ton énergie très vite. C'est ça, en fait? Oui, oui. Ça m'arrive quand je tourne avec des grands champions. Bah, parfois, mon cardio me descend très vite parce que t'es crispé, quoi. Ouais, c'est ça. Et le fait de crisper, Ah oui, oui, oui. Bah, plus t'es relâché dans un sport, plus tu seras efficace et plus ton cardio sera long. Mais tu vois, à la pêche, par exemple, c'est rien à voir. Tu vois, le cardio est vachement plus cool. C'est différent. C'est différent. Si quand t'attaches l'hameçon, parfois tu sens une petite tachycardie là, le verre là, mais... Eh bah tu sais quoi, la prochaine fois, moi je t'emmène à la pêche. Vas-y, vas-y frérot. Je ramène les bières cette fois-ci. Il y a des pêcheurs qui sont là. Il se met en warning. Voilà, c'est bien. Bon les gars, vous êtes prêts? Ah, ça me fait pas rire en fait. C'en est un ça? Tu penses que c'en est un sûr? Ouais, ça avait l'air, vu comment il était un peu speed le gars. Ouais, à mon avis, il doit dire qu'il y a du monde devant. Le rouge aussi, non? Oui, oui, il fait demi-tour, regarde. Ah, mais... ouais. Je me sens un peu toute seule là les gars, il y a quand même 3 camionnettes avec des gros gaillards dedans, je me sens un peu... vous m'avez envoyé sur un truc, ça devait pas être ça. Si je me fais casser la gueule... Regardez, moi c'est plus fond. Bon, là je suis journaliste, hein, je suis pas... Ouais. Non, je comprends. Oh, pas besoin de foutre mon visage. Ah, il y a la police. Police en face. C'est une dinguerie. Ce qui est fou, c'est que Damien est super calme.
Damien, il est super calme. On a tout à fait le droit de filmer les autorités, monsieur. Non, pas du tout, pas sur la voie publique. Sans manque d'autorisation, non. Vous supprimez, s'il vous plaît. Non, il supprimera pas. Ah bon? Oui. Pas de problème. C'est la diffusion qui est interdite, non, monsieur. Non, vous devez demander sur la voie publique, moi, agent de force de la publique, l'autorisation de me filmer. On s'était déjà vu, là? On s'est déjà vu, oui. S'agile Croix de Vie, sûrement à la brigade quand vous nous avez mis en garde à vue. Ouais, c'est ça, ouais. Vous étiez là, vous, ce matin, non? Non, moi j'étais pas là ce matin. J'ai appris que les pêcheurs faisaient le tour des stands pour les détruire. Donc je suis venu ici pour vérifier si tout se passait bien. T'inquiète, hein, je me fous. Hein, comme ça, tous les pêcheurs de France vont voir leur gueule. Bah là, c'est. Alors donc on n'est pas pêcheurs, nous. Hein. On n'est pas pêcheurs de France, oui, mais nous on n'est pas. Ouais, bah connasse. Écoute, tu vas te calmer un petit peu, tu vas descendre d'un ton. Bah tu vas descendre d'un ton. C'est pas le compte là. Mais non, tu vas juste descendre d'un ton. Par contre, touche-moi pas. Non, mais tu le touches pas non plus. Touche-moi pas, je te jure. Je pense que là tu t'adresses, c'est pas ça, c'est que je te parle, c'est que tu t'adresses aux mauvaises personnes. On fait un reportage en fait, donc voilà. Bah oui, non, mais soyez cool, c'est tout. Là tu viens directement vers moi me traiter, de connasse. Tu sais même pas qui je suis, tu sais même pas pour qui je travaille. Donc t'es gentil. Ah mais vous êtes en train de promouvoir. Non, on promeut pas. Non, pas du tout justement. Tu vois, c'est con. Bah oui, mais c'est con parce que tu t'intéresses pas à la bonne question. Et j'ai même pas expliqué le reportage. On va leur dire tranquillement. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu peux le dire à tes collègues de ranger les caméras. Mais tu leur dis tout de suite, s'il te plaît. Tu leur dis. Renaud, s'il vous plaît, monsieur. Tu te filmes et c'est tout. C'est ce que je fais. Je fais que ça, mec. Vous rangez vos caméras, s'il vous plaît. Et il filme, hein. Vous rangez vos caméras. Oh, je te machin, on s'en fout. Putain, il y a des enfants quand même. Ça me. Moi, pour moi, enfin, pour les adultes, voilà, mais. Ouais, mais c'est celui-là. Oh là 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 là. Normalement, ils avaient pris. En 18 sorties, on a observé 19 dauphins dans les engins de pêche de fileyeurs. Il faut éventuellement réformer le secteur de la pêche pour avoir des engins de pêche qui sont beaucoup plus sélectifs. On ne peut pas changer de métier. Pourquoi pas? Vous voulez qu'il n'y ait plus de fileyeurs? Bah, qu'il n'y ait plus d'engins qui prennent énormément de dauphins. Ouais, mais on n'a plus de travail après. C'est notre métier, on fait ça depuis des années. Est-ce que vous ne pouvez pas en changer progressivement, tranquillement, en étant accompagné? On lui disait, bah, tu peux plus vendre de viande parce qu'il faut tuer l'animal. Oui, alors là, ce monsieur, il est pêcheur en fait. Pêcheur, ouais, c'est ce que j'ai compris. Alors c'est très bien, je suis ravi d'avoir eu cette oui, mais discussion. il était calme. Oui, il était calme. Je suis content qu'il soit resté calme parce qu'on n'a pas eu la même ambiance ce matin. Non, il ouvre le dialogue, quoi. Il essaye aussi de. Oui, mais en fait, il m'a paru un peu désarmé en fait. Oui, c'est ça. Il n'a pas de solution. En fait, l'État leur donne pas de solution. Lui, il n'a pas de solution. L'État lui donne pas de solution. Lui, il fait ça par amour de son métier. Et puis ils ont l'impression que c'est vous les gros méchants, alors que non. C'est ça. Nous, on fait que être lanceur d'alerte en fait pour alerter sur la problématique. Ouais. Et donc les pêcheurs, alors lui ça va, il est quand même sympa, je dirais. Tu vas refaire là tu vas rentrer, tu as bientôt fini ta mission. Oui. Il se passe quoi après quand on a fini une mission? Je me repose. Tu te reposes? Je me repose. Je me repose genre allez 3-4 jours et puis je vais repartir. Je vais peut-être prendre une semaine ou deux quand même. C'est tout. C'est déjà bien. Il faut penser aussi à toi aussi. Ah ouais, tu donnes beaucoup de ta personne, tu gères tout un groupe en collectivité. Après, d'ailleurs, la descente, elle doit être un peu bizarre quand tu es tout le temps en collectivité, que tu te retrouves dans ton chez-toi. Ouais, ça fait toujours un peu bizarre les 3 premiers jours quand tu rentres chez toi parce que tu vis avec 15 personnes tous les jours, ouais, et puis alors, tout le temps. Je suppose qu'il faut faire aussi avec enfin pas les humeurs de chacun, mais le caractère de chacun. Et, ouais. Bon, ça va, ils ont plutôt bon caractère. Ça va, ils sont cool. Ouais. En tout cas, merci. Bah, merci à vous d'être venu. À une prochaine. Ouais. Cool.
Tu peux aller sur le site Sea Shepherd France et nous rejoindre. Et puis, C'est quoi, j'y vais maintenant. En gros, la touche, c'est quand le ballon est sorti du terrain. C'est ce qu'on appelle la touche, c'est 2 alignements. Donc entre les 5 et les 15 mètres, la ligne qui est juste ici. Et en fait, il y a 2 équipes, donc nous de ce côté et l'équipe adverse de l'autre côté. Et le but du jeu, c'est le talonneur qui est là-bas. Il nous lance la balle comme ça en fait. Et nous, on saute et on lift quelqu'un, en fait, on le porte pour qu'il rattrape la balle et qu'on puisse après la donner et lancer le jeu. Ça, c'est la théorie. Mais la théorie, j'ai compris. La théorie, ça va. En général, la théorie, ça va. Et après, c'est la pratique. Il faut quand même un peu de... Donc tu montres une fois. Vas-y, on montre un coup. 1, 2, saut. Nickel. T'as vu ça? Et ça, voilà. Donc ça, mec. Tout pas pareil. Pas mal de lancer. D'accord. 1, 2, saut. Ça va? Regarde lui. Regarde lui bien. Regarde lui. Ok? Mais regarde-moi, regarde. Tiens, tu prends ces gars-là, tu les divises par 2, c'est moi. 1, 2, saut. Putain. Le saut. Bien en vrai. Franchement, c'est pas mal. Donc là, du coup, on va faire une mêlée. Tu vas être au milieu, donc tu es talonneur. D'accord. Donc en gros, ton job, lui, il va te passer le ballon dessous. Et tu vas devoir envoyer ton pied pour le ramener. D'accord. Ramener le ballon dans nos pieds. Normalement, on est 8. Ouais. Voilà, mais là, on sera que 3 et 3. Là, visible, ok. T'inquiète pas, ça fait mal quand même. Toi, ta tête, tu vas aller la mettre là, entre les 2 épaules. Ok, d'accord. Tac. Regarde, attends, avant les alliés. Donc en fait, c'est ça? Ouais, et là, on va pousser. Et là, Et là, faut que tu rentres ta tête. Rentre ta tête. Et voilà. Et vas-y, pousse un peu. Mettez un peu de pression. Mettez un peu de pression, les gars. Je te mets la balle et tu dois la. Là, faut que tu la talonnes. Non. Mais putain. mec, moi, je vais pas pouvoir. C'est bon. Flexion. Billet. Je peux frapper. Ah, mais Taraz, il traverse Taraz, il est con quoi. C'est pour l'été allié. Ah, mais les Taraz. C'est pour l'été. Il traverse, Tu veux qu'on en fasse une dernière ou... Non. Allez, coup de pétard maintenant. Non, c'est coup de pétard. Donc là, je vais t'expliquer le plaquage. Ok. Le plaquage, c'est 1 contre 1 ou 2 contre 2. Ouais. Enfin, 2 contre 2, non, 2 contre 1. Et le but, c'est de faire tomber l'adversaire. D'accord. Pour freiner le rythme de balle, tu vois. Ok. Donc là, je vais te montrer. Donc, tu vois, c'est vachement technique le plaquage, je viens de te. Tu vois, par exemple, il faut que tu prennes épaule forte et pied fort. Ok. Donc, vas-y, viens. Donc, en fait, le truc, c'est là, tu vois. D'accord. Donc, tu as ton genou et ton épaule qui tape en même temps, tu vois. Ouais, d'accord. Et après, avec les bras, tu viens serrer fort et après, tu traverses. Pourquoi tu ne tombes pas? Tu vois. Et après, tu vois, tu traverses et tu travailles avec les jambes. D'accord. Et tu viens lever l'adversaire? Enfin, juste en fait le mettre au sol, quoi. Ouais, regarde. À la vitesse. Ouais. Allez. Eh ben vestiaire, les gars. Allez, go. Allez, vestiaire. Allez. On rentre à la maison. Salut les gars. Bisous. Et après, je te traverse là. Tu vois. Ça, c'est sans vitesse. Okay, très bien. Allez, go. La vitesse de match. Vitesse de match, mec. Mec, il va m'envoyer là-bas, frère. Vitesse de match. Et t'as vu le bébé, mec? Toi, faut que tu te retines un peu. Je pars d'où? De là? Tu pars du petit bouclier, ouais, de là. Et je vais te prendre ici, moi, à peu près. Je te prends ici. Mec, il n'y a rien qui va. Ni le lexique, ni le plan d'attaque. Il n'y a rien qui va, mec. Allez, frérot, allez. Faut que tu te retires un peu. Oui, bah, je vais à l'abattoir, moi, d'accord? Et par contre, n'aie pas peur parce que si tu te baisses ou un truc comme ça, je vais te prendre à la tête. Donc, faut que tu restes bien droit. Ah oui, t'as raison, toi. Mais de la résistance, quand même. Allez, mon pote, c'est le match, allez. Allez. Putain. Tu vois? Ça fait pas mal. Ça va. Ça fait pas fait méchant non plus, là. Ouais, t'as raison, toi. Ça va? Ça fait pas mal. Oh, ça va, ça va. Après, je te l'ai fait gentil, je t'ai pas pris trop haut ni rien. Ça va, t'es un amour. Bon, les gars, merci pour tout. Merci pour cette après-initiation. Bon, le contrat est prêt? Ouais, parce que je les ai démontés. Hein? Ça? Hein? Tu les as démontés? Ouais. Allez, on y va. T'es sûr? Arrêtez! Posez-moi! Dégage! Lâchez-moi! Arrêtez!
dispo, température, pression, let's go. Allez, le ban actif, le trio c'est ok, on n'a pas d'alarme. Planeur, Et 150 km/h rotation. en zone de perte d'altitude pour la 28 en bien. Et on est en l'air. On rentre le train. Ah, ils sont en douceur absolue. Ah, c'est du velours hein, d'ailleurs. Et voler vers 0. Après décollage, train rentré, voler 0, puissance affichée. On laisse un peu accélérer, on va faire demi-tour. Vu qu'il y avait un planeur juste au-dessus, il est là à droite. T'es à 350 là? Là, on a 350, ouais. Oh putain, mais tu te rends compte de rien. J'attends les courbes. Jet Charlie, piste 27 autorisé, atterrissage, bon 262. Là, tu prends les commandes, Sébastien? Eh ben, tu les as. Commence par un tout petit peu dandiner l'avion. La Rochelle, bonjour. Droite-gauche, et tu vas tout droit ensuite. L'idée, c'est de voir un peu comment ça réagit. Ah, ça réagit bien. Ouais, t'as vu, c'est malgré la taille et le poids, ça reste assez sensible et réactif. Tu veux que je monte à combien? On va rester à 2000 pieds pour le moment. D'accord. Ça va, Sébastien? Ouais, nickel, incroyable. Incroyable. Mais t'avais raison, putain, c'est une Bentley quoi, à conduire, c'est un truc de piloter, c'est un truc de fou. Il y a quelqu'un qui me comparait ça à un tapis volant, je trouve que là, enfin j'ai jamais fait de tapis volant, hein, mais je trouve que ça sonne bien. C'est incroyable quoi, tu le tiens à deux doigts le truc. C'est fantastique. Niveau météo, on est quand même gâté. Bon, donc là c'est quoi en dessous là? Sur la gauche? Ouais. L'île de Ré. Ah putain, c'est déjà ça, c'est incroyable. Tu vois, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas 7 minutes, c'est 8, désolé. Incroyable. Mais on a fait le demi-tour après le décollage, donc ça aurait été 7. Ouais, c'est 7. Echo, Golf Victor, on va descendre 500 pieds passant les baleineaux et poursuivre la côte sud de l'île de Ré, 500 pieds, ça va? Golf Victor reçu. On prend les commandes un instant, Sébastien? Vas-y, vas-y. Et si tu veux, on se fait la simulation d'attaque au sol sur le phare, ça te va? Allez. Donc on va passer 3 quarts d'eau, on va laisser le nez tomber sur le phare. Et on va se laisser descendre jusqu'à 150 mètres au-dessus du phare, ok? Allez. Ça va bien? Ouais, nickel. C'est bon, tu vois bien le phare? Incroyable. Le gardien nous voit bien aussi. Hein. C'est Bravo Novembre, vérifier transpondeur. J'ouvre à droite, tu te sens un petit peu alourdi par le facteur de charge. Oh, un petit peu. Et le phare en dessous. Putain la vache. Ça va, l'île de Ré. Donc là on est à 500 pieds, 250 nœuds, c'est-à-dire qu'on est au plus bas et au plus rapide réglementaire. Incroyable. Ouais, là. On prend un petit peu les commandes, Sébastien? Allez. Tu les as, on reste entre 500 et 800 pieds. Ok. Et on longe la côte, profite du panorama. Regarde, on a une vue de dingue. C'est incroyable. On déduit que ça te plaît? Ah ouais, non mais je suis comme un gamin là. Alors, je pense que quand j'étais gamin, je rêvais d'être pilote de chasse. Et j'ai fini par faire de la radio. Quel rapport? Aucun. Je pense que ton métier fait tout autant rêver que le métier de pilote de chasse chez les jeunes. Hein. Et même chez les moins jeunes d'ailleurs. Ouais, mais c'est différent. Hein. Au niveau de l'estomac, tu te sens comment? Ça va là. Est-ce que tu es chaud pour faire une ou deux figures à l'arrivée pour voir comment ça le fait ou pas trop? Ça dépend, c'est quoi? Je te propose qu'on commence avec un tonneau à l'arrivée. C'est physiquement parlant, c'est ce qu'il y a de plus cool. Et ensuite, fonction de comment tu te sens dans le tonneau, on fait un peu plus ou un peu moins. Ouais, on peut essayer le tonneau. Je te dirai après. Ça marche. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est une vision paradisiaque. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Je reprends un petit peu les commandes si tu veux bien. Vas-y. Je les ai. Ouais, c'est bon. Tu
gardes les mains sur l'harnais, je te propose qu'on se fasse un petit tonneau barriqué. Donc tu regardes loin devant toi, je vais monter le nez de l'avion et ensuite on va passer sur le dos et revenir à l'endroit, mais tu verras c'est très fluide, ok? T'es sûr? Ouais, je suis certain. T'es prêt? Allez. Allez, tu regardes bien loin, on monte le nez. Et là je vais commencer à rouler l'avion, on passe sur le dos. Et on revient à l'endroit. Ah la vache. T'en penses quoi? Incroyable. Est-ce que tu veux qu'on se tente une ou deux autres figures ou est-ce que tu préfères pas? Je sais pas, t'as quoi d'autre? Ah bon, on peut se faire une boucle. Quoi une boucle? Un looping. C'est violent ça ou pas? Bah on prend un peu plus de facteur de charge pour le coup. Allez, ça se tente, je suis pas là tous les jours. Allez, on y va tranquillou. Bonne journée. Salut, bonne journée. À l'habitude. Allez, tu regardes à gauche en direction du bout d'aile et on est parti pour un grand rond dans le ciel. Et regarde devant toi. Ah, sa mère! C'est incroyable! Bon là, je pèse 8 tonnes. Peut-être pas 8, mais ça tasse un petit peu. Putain! Hop, regarde à gauche, on monte un peu en mode navette spatiale. La petite couche là qu'on est en train de rattraper. Et regarde devant toi, on passe sur le dos. Et on descend. Putain! Allez, je vais repeser 8 tonnes. Ah oui, ça malheureusement, on peut pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai l'impression que mes joues, elles vont tomber. Incroyable. C'est fantastique. Voilà, on a atteint ma limite là. On arrête là? Ouais. Ça roule. C'est extraordinaire. Et donc train sortie verrouillé de 3 mètres, volet full speed break out, les pressions hydrauliques sont bonnes, il n'y a plus qu'à se poser. Mike Novembre à convenance, sinon vous pourrez partir depuis la piste en herbe. C'est long, on rejoint la piste en herbe, Mike Novembre. Mike Novembre, maintenez position pour l'instant. Et on maintient position pour l'instant, Alpha, Mike Novembre. C'est incroyable. Je te demande pas si ça t'a plu, ça a l'air d'aller? Ah là, un truc de gamin. Rouillé sur le vert. J'ai visuel sur Poste Québec. Un shuttle de foire, appelé final. Appel final, hôtel de foire. Incroyable. Les amis, incroyable. Le vol au-dessus des nuages. Merci hein. Félicitations. Ah mais c'était dingue. Waouh. C'est un truc de gamin, c'est un truc de fou. La souplesse de l'engin. C'est du velours.